Bonjour et bienvenue chez moi. Ici on parle d'astrologie, de mythologie, de karma et de bien d'autres choses encore. Ce podcast s'appelle Des jours et des lunes et il est pour vous. Comme je l'avais fait avec le signe des Verseaux, où je vous ai parlé d'Uranus, je vais évoquer maintenant la divinité qui commande le signe des Poissons, à savoir Neptune. Alors, je précise tout de suite en préambule que dans l'astrologie originale ou originelle, c'est-à-dire l'astrologie du septénaire, à l'époque de Ptolémée, quand les concepts ont été mis en place, on ne connaissait que 7 planètes. On s'arrêtait à ce qu'on va appeler on ne connaissait pas les transsaturniennes, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait à Saturne. Chronologiquement, Uranus, Neptune et Pluton ont été découvertes. Alors Uranus à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la déclaration d'indépendance des États-Unis et de la Révolution française. Neptune a été découvert au milieu du XIXe siècle, au moment où le spiritisme émergeait et pour faire en quelque sorte un contrepoint à la science qui se développait et qui éclairait de plus en plus ce qui pouvait être autrefois des zones d'ombre. Et enfin, la dernière planète découverte à ce jour, c'est Pluton. Alors évidemment, les astronomes vous diront que Pluton n'est pas tout à fait une planète, mais en tout cas pour les astrologues, nous la prenons comme telle. Et Pluton, elle a été découverte au début des années 30. Jusqu'à la découverte de Neptune, le premier maître des Poissons, c'était Jupiter, qui était donc également le maître du Sagittaire. Depuis la découverte de Neptune, les Poissons ont en premier maître justement ce Neptune, mais on continue de conserver également Jupiter en second maître. Alors évidemment, il est clair que moi ici, je vais vous parler de Neptune. Neptune, alors pour vous parler de Neptune dans la mythologie, il faut que je crois là encore refaire un petit point en arrière, parce que Neptune, il appartient à la trilogie des Olympiens, c'est-à-dire que Neptune, il est frère de Zeus et de Pluton. Mais nous allons le resituer un petit peu plus haut dans sa généalogie. Dans la mythologie, il y a un certain nombre de dieux qui relèvent de l'élément liquide. Alors, il faut savoir que si le monde des enfers, comme le décrit Platon par exemple, baigne dans une humidité qui est malsaine, on peut quand même noter de la part des Grecs, puisque ce sont eux qui ont mis en place qui ont structuré cette mythologie, on peut quand même souligner l'importance qu'avait chez eux le milieu aquatique. Donc dans le monde des vivants comme dans celui des morts, que ce soit les sources, les rivières, les lacs, les fleuves, les océans, tous ces éléments liquides occupent une place prépondérante et sont peuplés d'une myriade de divinités. Initialement, sur le monde aquatique, c'est Pontos qui règne, c'est-à-dire le flot marin. C'est une des divinités primordiales qui a été engendrée par Gaïa. Mais il faut savoir que ce dieu fondateur ne va guère être honoré à travers sa progéniture, qui va être nombreuse. Je vous cite en vrac Nérée et ses 50 filles, que l'on appelle les Néréides. Je rappelle que parmi les plus illustres Néréides, vous avez Thétis, qui est la mère d'Achille, ou encore Amphitrite, qui va être l'épouse de Poséidon. Les autres Néréides, elles vont rarement jouer un rôle précis dans la mythologie. Elles appartiennent plutôt au cortège d'Aphrodite et de Poséidon. Le grand dieu de la mer, c'est Poséidon chez les Grecs ou Neptune chez les Romains. Homère l'appelait l'ébranleur du sol parce que Poséidon est aussi le responsable des tremblements de terre. Et il faut donc savoir que ce Neptune Poséidon est tout sauf un dieu pacifique. D'ailleurs, les peuples marins de la Méditerranée qui sillonnent la mer au péril de leur vie dans un incessant va-et-vient de bateaux sur les flots le savent bien. Et donc, c'est pour cette raison que Neptune, ou Poséidon chez les Grecs, il a la réputation d'être un dieu colérique et redoutable. Il a un pouvoir qui s'étend à toutes les mers et il est maître absolu aussi bien du calme que de la tempête. Ce qui fait qu'on lui accorde également la maîtrise des vents qui vont être soit favorables, soit défavorables à la navigation. Souvenez-vous, c'est lui qui a été vaincu par Athéna dans un concours qui l'opposait à elle et à Héra. Et il est à ce moment-là entré dans des colères qui étaient des colères terribles.
Quand il entre en colère, Neptune-Poséidon est capable d'assécher toutes les sources de la région ou de les inonder d'eau salée. C'est ce qu'il a fait avec l'Attique et l'Argolide, et il a fallu toute la puissance et la persuasion d'Héra pour faire rentrer la mer dans son lit. Alors, comme Zeus, son frère, Poséidon a engendré de nombreux enfants, mais très souvent et contrairement à Zeus, Jupiter, dans la mythologie romaine, Poséidon-Neptune a donné le jour à des monstres essentiellement barbares. Je vous cite par exemple le cyclone Polyphème, qui a été vaincu par Ulysse, rappelez-vous. Je peux vous citer également le brigand Chiron, qui va vaincre Thésée au cours de sa traversée de l'Argolide. Et c'est encore ce Chiron, qui va dévorer Hippolyte, le fils de Thésée, l'aimé de Phèdre. Il est ainsi intéressant de constater que dans la mythologie, Neptune-Poséidon était le fils de Saturne, qui était, rappelez-vous, le dévoreur de ses propres enfants. Donc Neptune a été avalé par son père, comme tous les autres, et c'est son frère Jupiter qui a échappé à ce sort et qui l'a délivré. Neptune s'est allié à Jupiter pour combattre les Titans et pour renverser leur père Saturne de son trône. Et ensuite est intervenu le partage de l'univers. Jupiter s'est octroyé le ciel et la terre. Neptune a reçu l'empire des océans et il est devenu le dieu de la mer. Pourtant, il est à noter que jamais Jupiter n'a réellement pu compter sur la loyauté de Neptune. Parce que quand on regarde bien, toute l'existence de Neptune, elle est marquée par la trahison, par la perfidie, par la compromission, par certaines volte-face qui peuvent déconcerter. On peut se souvenir par exemple que Neptune a conspiré avec Apollon contre Jupiter et qu'en punition, ils ont été exilés tous les deux sur la Terre pendant 1 an. On peut se rappeler également que durant la guerre de Troie, Neptune a trahi la neutralité qui était la règle de conduite des dieux. Et il est allé combattre aux côtés des Grecs et a été ainsi encore une fois rappelé à l'ordre par Jupiter. Poséidon, Neptune, c'est également celui qui a le don des mutations, des transformations. Il a métamorphosé Périclymène en aigle, il a métamorphosé Hiérax en oiseau de proie. Donc ça donne bien une idée de ce que peut être la planète Neptune dans un thème à la fois la transformation, la mutation, mais c'est également l'évasion hors du monde réel, c'est aussi la poursuite de chimères. Le domaine de Neptune, il est flou. Il ne semble pas avoir de limite, pas de frontières. Neptune va tenter à absorber tout ce qu'il touche, va le noyer dans l'imprécis, dans le chaotique, dans l'inconsistant. Rappelons-nous que c'est également l'intermédiaire, Neptune, il est intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc, vous savez, c'est cette petite brume que l'on peut avoir, notamment au lever du soleil, où en fait, il y a incertitude des contours. C'est à la fois générateur de vision, c'est aussi générateur d'intuition, ça peut être générateur d'illusions sublimes, comme cela peut l'être de cauchemars effrayants. On va se rappeler que les colères de Neptune sont terribles, qu'elles peuvent se déchaîner sans raison logique, que les monstres marins, les orages grondants, les lames de fond meurtrières, tout ça, c'est Neptune. Et tout ça, ça témoigne de son chaos intérieur. Neptune, il est instable, il est changeant, il va tout à coup apaiser des flots qui étaient démontés l'instant précédent, et il va immédiatement faire renaître l'espoir, alors que la paix semblait incertaine, alors qu'on oscillait entre angoisse, illusion et rêve. Ce qui va caractériser Neptune, c'est souvent aussi une profonde insatisfaction et de l'indécision. En cela, Neptune, il est très jaloux de Jupiter, qui est tellement plus serein, qui est tellement plus logique, qui est tellement mieux organisé. Toute la psychologie de Neptune voudrait aller vers l'expansion, voudrait aller vers le rayonnement. Mais malheureusement, en fait, le problème de Neptune, c'est qu'il manque de structure de base. De la même manière que les vagues de l'océan, elles sapent en permanence les fondations qui sont érigées sur le sable. Et en fait, pour parvenir à ses fins, Neptune a souvent recours au mensonge, à la fraude, et il va se réfugier souvent dans l'utopie. Alors, dans le côté positif des choses, c'est-à-dire quand on va réussir à le dompter, à le faire évoluer, il va engendrer l'idéalisme, il va engendrer la sublimation, l'amour universel, le génie visionnaire. Mais c'est toute l'ambiguïté de ce Neptune et c'est toute l'ambiguïté de ce signe du Poisson. Il y a une profonde mutabilité
N'oubliez pas que le poisson est le dernier signe du zodiaque et le dernier signe mutable. Il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'incertitudes et cette tendance à aller se perdre sans toujours parfois pouvoir remonter. Voilà en ce qui concerne un petit peu l'aspect mythologico-astrologique de Neptune. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.